Ici Moscou. La deuxième conférence internationale intitulée Russie, Ukraine, Novorossia, problèmes et défis globaux s'est terminée le 30 août à Yalta en Crimée. Les questions inscrites à l'ordre du jour de la conférence ont porté sur la crise militaro-politique en Ukraine et les moyens de résoudre la crise géopolitique mondiale, ainsi que sur les réalités de l'organisation du monde actuel, rapporte l'agence Novosti Krima. Nous vous proposons d'écouter l'interview du géopolitologue belge Luc Michel, administrateur général d'une ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, recueilli par notre observateur Igor Yazon. La conférence était organisée par une ONG qui s'appelle Nouvelle Russie, précisément. Il y avait des gens comme le conseiller de Poutine, Glaziev. Il y avait des ministres du nouveau gouvernement criméen. Il y a le président fondateur de la République de Donetsk, Denis Pouchkine. Il y avait surtout de nombreux cadres, de nombreux militants de la vie politique de Nouvelle Russie. Venus d'Europe occidentale, ça a été la déception des organisateurs. À part moi et des Italiens, notre délégation, personne d'autre ne s'est déplacé. Il y avait également des camarades polonais, mais ce sont des ONG qui, elles, travaillent avec la Russie. Ça a été le seul bémol de la réunion. Il y a en Europe occidentale beaucoup de gens qui affirment leur sympathie à la Russie, qui affirment leur sympathie aux russophones d'Ukraine, mais ces gens ne sont pas engagés. Moi, la différence, évidemment, je suis totalement engagé dans la défense de ce que j'appelle les Russes abandonnés par l'Union soviétique, c'est-à-dire, vous savez que j'ai soutenu la prise d'Estrovie, je soutiens les Russes des pays baltes et mon soutien aux gens de Crimée et puis de la Nouvelle-Russie, il a été tout naturel. C'est un soutien militant puisque nous faisons beaucoup d'articles. Je produis également avec ma télévision, avec Média, des émissions. Nous allons faire cette semaine une émission spéciale sur la conférence. Les débats qui se sont déroulés ont été des débats, je dirais, de qualité. C'est-à-dire qu'on a pris toute une série d'enjeux en sachant maintenant que dans la perspective de la victoire militaire de l'armée du Donbass qui s'annonce, la destruction de l'armée ukrainienne, parce que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. On sait que les républiques de Donetsk et de Lugansk vont vivre, on sait qu'elles vont rester indépendantes. Il y a eu le grand discours de Poutine à Zeliger vendredi, qui a dit clairement les choses. C'est une des choses dont on n'a pas parlé à la conférence, mais c'est quelque chose qui était en arrière-plan. C'est-à-dire que Poutine a dit clairement qu'il fallait une structure étatique pour Donetsk, Lugansk et la Novorossia, c'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner les autres 9 républiques de la Novorossia. Donc c'est clair, il va falloir organiser une vie politique. Il y a déjà des partis politiques, il y a déjà des personnalités. La conférence visait aussi à définir, si je pourrais dire, un programme minimum sur lequel tout le monde puisse être d'accord. Puisque, comme vous le savez, Igor, qui dit parti politique dit programme différent. Et sur la question de l'économie, par exemple, ceux qui vont être demain les partis de la Novorossia, ils ne sont pas tous d'accord sur la même chose. Comme en Russie, tout le monde n'est pas d'accord, par exemple. Il y a des gens qui sont dans la ligue qui pourrait être celle de Zouganov. Il y a des gens qui sont dans la ligue de l'autre Russie. Il y a des gens qui sont spécifiquement dans une ligue Nouvelle Russie. Et donc, les débats qui parfois étaient très vifs visaient à tout ça. La deuxième chose, évidemment, c'est d'organiser un lobby de soutien qui sera un mouvement anti-Maïdan russe et pan-européen pour soutenir la Novorossia, et ça sera l'occasion d'une 3e conférence qui en principe doit se tenir au mois de septembre. Ça a été pour moi aussi l'occasion de redécouvrir la Crimée. J'y avais été au mois de mars pour organiser le monitoring du référendum. C'est une oasis de paix et de prospérité face à une Ukraine qui est en plein chaos. Lorsqu'on se rend compte qu'à quelques dizaines de kilomètres en face de Yalta, il y a la guerre puisqu'on se bat à Mariupol sur la côte de la mer d'Azov. Nous avons vu un pays plein de tourisme, avec une vie, on voit des gens heureux. J'ai discuté notamment avec des chauffeurs de taxi, avec les gens dans les restaurants, etc. Les gens sont contents parce que l'économie se porte mieux. La vie est plus facile que du temps de l'Ukraine. Il y a aussi, parce qu'on n'en parle pas dans les médias de l'OTAN ici, il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont venues de Donetsk, de Lugansk, qui ont fui, et elles ont tout de suite trouvé du travail. Il n'y a pas en Crimée le problème des réfugiés qui vivent dans des tentes. La Crimée, elle est évidemment dans le processus d'intégration avec la Russie, et alors il y a par contre quelque chose, et on n'en parle absolument pas, moi je l'ai découvert sur place,
place, c'est-à-dire que les Ukrainiens de Kiev ont réussi à isoler la Crimée. Par exemple, les téléphones, il n'y a pas de roaming avec les téléphones occidentaux. Nous sommes restés là-bas 4 jours sans téléphone, ça ne marchait pas. Et il y a toute une série de choses comme ça. Il est impossible d'avoir une Europe Assistance refuse d'assurer les gens qui viennent en Crimée. L'Ukraine a même réussi, mais de la jeune de Kiev, il faut s'attendre à tout. On n'est jamais surpris. Ils ont réussi à faire classer la Crimée en zone de guerre dangereuse. Donc, dans la nomenclature des compagnies d'aviation, des compagnies d'assurance, des firmes de tourisme, il ne faut pas aller en Crimée parce qu'on s'y bat. Et à côté de ça, l'Ukraine qui est en train d'imploser, où il y a des troubles dans tout le pays, où il y a une sale guerre qui est menée contre Lugansk et Donetsk, l'Ukraine fait croire que là, les choses se passent normalement. Voilà donc, Igor, la situation sur place, aussi bien au niveau de la conférence, qui est un succès, que de ce qui s'est passé, donc, au niveau de la population et de la Crimée elle-même. Est-ce que tu as pris de parole? J'ai fait 2 choses. Donc, j'ai donné beaucoup d'interviews pour ma télévision, pour des télévisions locales de Donetsk. Tout ça sera mis sur ma chaîne de télévision EOT TV cette semaine. Et alors, j'ai pris la parole à la séance de clôture donc, de la conférence. J'ai parlé longuement. J'ai été longuement applaudi également. J'ai parlé évidemment de la raison du soutien d'une partie de l'opinion publique de l'Union européenne à la Novorossia et à la Crimée. J'ai parlé aussi du soutien à la Russie et au combat de la Novorossia en Afrique, qui est essentiellement, je vais le dire, je n'aime pas me lancer mais c'est le travail que j'ai fait avec ma télévision Afrique Média. Il y a des millions d'Africains qui soutiennent la Russie, il y a des millions d'Africains qui soutiennent le combat de Donetsk et Lugansk. Quand je dis soutien, c'est mouvement d'opinion, il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir que nos thèses ont pris, et nous avons notamment publié plusieurs émissions spéciales de télévision. La semaine passée, sur la Crimée précisément, cette semaine, il y aura la conférence, également une émission spéciale de plus d'1 heure. J'ai également, donc, lors de cette prise de parole, j'ai fait applaudir longuement les volontaires de l'Union européenne qui se battent avec l'armée de Donetsk. Il y a les Espagnols de la première brigade internationale. Il y a, comme vous le savez, Igor, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, pour les salir et les attaquer dans les médias de l'OTAN, il y a les camarades français qui sont partis se battre là-bas. Il y a des Suisses également, il y aurait des Allemands. Ces gens se battent en fait dans une unité de choc, c'est-à-dire qu'ils ont pris un des postes les plus dangereux. C'est le bataillon Vostok de l'armée de Donetsk. J'ai également évidemment parlé, c'est ce qu'on m'avait demandé, des implications géopolitiques, de ce qui s'est passé en Crimée au mois de mars et de ce qui se passe depuis le mois de mars en Novorossia. Il y a des implications géopolitiques qui concernent l'ensemble de l'Union européenne et qui concernent le monde entier. Au niveau du monde entier, que ce soit le référendum, le soulèvement de la Crimée, puis le rattachement de la Crimée à la Russie, ou que ce soit le soulèvement de Donetsk, le référendum de la Novorossia, ce sont des implications mondiales. Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée? En Crimée, en 1945, on a créé l'ordre de Yalta, c'est-à-dire que soviétiques et anglo-saxons se sont partagés le monde en sphères d'influence. C'est un ordre mondial qui a fonctionné jusqu'aux années 70. En milieu des années 70, l'ordre de Yalta a été brisé. Le soutien des Américains au djihadisme, on vit encore dans les conséquences de ça. Ce qui se passe en Irak, en Syrie, c'est directement la conséquence de ce que les Américains ont fait en Afghanistan. Il y a eu la chute du mur de Berlin, la destruction de l'Union soviétique, et je suis d'accord avec Poutine quand il dit que ça a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il y a eu tous ces Russes qu'on a abandonnés aux frontières de ce qu'était l'Union soviétique. Voilà, c'est ce qui se passe en Crimée, etc., c'est également la conséquence directe de cette époque-là. Et puis, lorsque l'Union soviétique disparaît, arrive en 1991, ce que George Bush I, le père, appelle lui-même le nouvel ordre mondial, c'est un ordre mondial dominé par la puissance américaine, où la Russie n'est plus qu'une puissance secondaire. Rappelez-vous de Bill Clinton qui rit en public de Boris Eltsine. C'est la Russie humiliée, démembrée, attaquée, ridiculisée. Et puis arrive Poutine, l'État russe se redresse. Que représente aujourd'hui le référendum de Crimée ou le soulèvement de Novorossia? C'est la fin du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que pour la première fois,
on touche aux frontières qui ont été définies par les Américains en 1991, 92, 93. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand les frontières bougeaient, c'était uniquement lorsque cela intéressait les Occidentaux. Destruction de la Yougoslavie, destruction de l'ancienne Union soviétique, etc. Lorsque Mme Merkel dit qu'il ne faut pas toucher aux frontières, c'est scandaleux Poutine qui prend la Crimée, elle oublie qu'elle a fait la même chose avec l'Allemagne de l'Est. Donc voilà, donc ça c'est les conséquences géopolitiques pour l'ordre mondial. Ce qui s'est passé en Crimée, ce qui se passe en Novorossia, ça va avoir des conséquences parce que les frontières, elles vont continuer à bouger. La deuxième chose, et c'est le plus important, c'est qu'on a fait bouger les frontières au départ par un processus démocratique. S'il y a la guerre actuellement en Nouvelle-Russie, c'est Kiev qui a fait cette sale guerre. C'est Kiev qui a agressé Donetsk et Lugansk. Que voulaient les républiques de Nouvelle-Russie? Pas uniquement Donetsk et Lugansk, mais également Kharkov, Dniepropetrovsk ou Odessa. C'était vivre libre dans un État qui leur convienne, en pratiquant la culture et la langue qui est la leur. Kiev a refusé ça par la guerre, mais au départ, c'est un processus démocratique. Il n'y a pas eu un mort dans l'affaire de Crimée, ça a été par un référendum démocratique et populaire. Ça, c'est la conséquence, Igor, pour l'Union européenne. Il y a quelques jours, vous avez peut-être vu le discours de Mme Merkel à Kiev, et Mme Merkel a dit ce qui s'est passé en Crimée, ce qui se passe, c'est inacceptable pour nous. Nous ne pouvons pas accepter, elle a notamment explicitement parlé du référendum, elle a dit nous ne pouvons pas accepter ces référendums parce que nous avons les mêmes problèmes chez nous. C'est la réalité. Mme Merkel a raison. Il y a dans l'Union européenne, dans beaucoup d'États de l'Union européenne, il y a des peuples qui ne veulent plus vivre dans l'État où ils se trouvent. On va les énumérer très très vite. Il y a la Catalogne qui veut organiser contre Bruxelles et Madrid un référendum avant la fin de cette année. Il y a en Espagne les Basques, il y a la Galice, il y a le référendum écossais qui va bientôt arriver en Grande-Bretagne. Il y a le cas de la Belgique, parce que la Belgique, ce n'est pas grand-chose en tant qu'État, mais c'est important parce que c'est là qu'est Bruxelles, qui est le siège de l'Union européenne et le siège de l'OTAN. Les Flamands de Belgique veulent leur indépendance. Des gens comme moi qui sont des Français de Belgique, nous voulons, il y a une communauté française de Belgique, nous voulons le retour à la République puisque nous en faisions partie sous la première République française et l'Empire. Il y a en Italie, les gens du nord de l'Italie, ce qu'on appelle la Padanie. Il y a les Vénitiens qui, avec une majorité derrière eux là-bas, veulent une République indépendante en Europe. Ils ont déjà fait un pré-référendum précisément au même temps que le référendum de Crimée. Il y a des problèmes comme ça un peu partout et donc évidemment l'Union européenne a peur du référendum. Il y a également le fait que le référendum a été organisé, par exemple, lorsque on a voulu faire le fameux traité européen de 2005-2006, et le traité a échoué parce que les Français ont dit non au référendum, et d'autres, et les Irlandais également. À ce moment-là, il y a eu un homme politique qui a exprimé, européen, son mépris de ce processus, le même mépris que Mme Merkel a, qui est le mépris des gens, qui est le mépris des Européens, qui est le mépris de la démocratie, c'est Jean-Claude Juncker. Juncker a dit à l'époque, où les Français vont voter non, vont voter oui, et nous continuerons, ou les Français voteront non, et nous continuerons quand même. Il y a tout un mouvement au sein des institutions européennes qui vise tout simplement à faire interdire le référendum au sein de l'Union européenne. Il y a tout un lobby qui, comme par hasard, est constitué de personnalités pro-américaines, avec par exemple Elisabeth Guigou en France, qui est membre du Council for Foreign Affairs et de la commission trilatérale. C'est probablement une des prochaines commissaires européennes. Donc il y a tout un mouvement contre ça. La conséquence, c'est que ce qui s'est passé en Crimée, ce qui s'est passé en Nouvelle-Russie, c'est-à-dire des gens qui par le référendum démocratiquement veulent décider de leur destin, c'est un exemple pour les peuples au sein de l'Union européenne et c'est un exemple qu'on ne pourra pas étouffer ou dissimuler. L'interview avec le géopolitologue belge Luc Michel sur les rencontres de Yalta est disponible sur notre site internet www.french.ruver.ru.